clés de succès pour bien monter un dossier? Alors ça, effectivement, c'est intéressant parce qu'on a un slide dessus. Mais on va reprendre, parce que c'est bien les questions que, même avec un public assez restreint, on a les questions de qualité, effectivement, et surtout les plus importantes. Donc en premier lieu, premier constat, c'est que oui, les banques prêtent, oui, la Société Générale prête, et oui, on peut avoir un financement sans nécessairement avoir l'habillage d'usage avec les différents services, puisque c'est vrai que ça a été une de nos remarques et réflexions, c'était de se dire qu'on était passé un peu trop pour des camelots, et je pèse mes mots, et alors que le plus important quand même pour nous, c'est la satisfaction client. Donc le principe, c'est on part d'un besoin pour aller vers un service. Et c'est sûr que la remarque que vous avez est tout à fait pertinente, parce que c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, on a eu une démarche peut-être un peu inverse, où on était d'abord sur le produit, et après on prenait en compte plus ou moins la satisfaction client et le besoin client. Moi, je rajouterais que on a fait l'année dernière plus de prêts que l'année précédente, et cette année plus de prêts que l'année dernière. Donc l'environnement et ce qu'on a pu entendre pendant très longtemps, notamment la crise, nous on ne l'a pas vécu, et pour recenser les dossiers sur une trentaine d'agences du Val-de-Marne, il n'y a pas eu de recul ou de frein à la création. On prête aux créateurs, on prête aux gens qui sont déjà installés. Alors sous les différentes formes qu'on va voir, avec quelques règles, donc celles que vous souhaitiez avoir, la clé de la réussite pour le financement, donc que ce soit en phase de création ou en phase de développement, c'est relativement simple, c'est de ne pas rester seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de réseaux d'accompagnement qui sont là pour aider. Alors là, je vais parler créateurs, je ne sais pas si vous étiez plutôt sur la partie créateur ou sur la partie entreprise existante, mais il y a un réseau d'aide à la création, vous connaissez bien, qui sont là pour appuyer des personnes qui ont des technicités métiers, mais qui n'ont pas forcément l'autre côté qui est le côté gestionnaire. Donc il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur ces gens-là, sur le réseau des experts comptables, sur les chambres consulaires, chambres des métiers, chambres de commerce. À partir du moment où le dossier est vu et analysé et monté avec les réseaux, on a un taux de réussite qui est beaucoup, beaucoup plus important que pour le reste. La deuxième chose qui est très importante, c'est qu'un dossier de financement qui nous est proposé, alors là encore, quel que soit le contexte, c'est pas uniquement du financier. Même si on est une banque et même si on analyse bien entendu un prévisionnel ou un réalisé, on va s'attacher autant à la cohérence du projet qu'à la personnalité des créateurs ou des exploitants qu'aux financiers. Donc c'est trois parties qu'on va analyser indépendamment les unes des autres, mais qui font partie de l'objet, du même dossier et qui vont faire partie de la réussite de notre financement. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait le deuxième slide, s'il te plaît, parce que voilà, là ça reprend sur le document ce que Olivier évoquait. Et vous voyez bien que l'adéquation homme-projet est un élément qui est important. Compétences, expérience des hommes, connaissance du marché. C'est vrai qu'on peut avoir un très beau business plan, on peut avoir de très beaux documents. Pour autant, si l'homme clé du projet n'a pas toutes compétences, on aura beaucoup de difficultés à valider un dossier. Pourquoi ? Parce que vous avez donc effectivement des compétences, une expérience, une connaissance, je me répète, mais ça veut donc dire que l'homme qui est aguerri et qui a ses qualités est en mesure de valider d'un point de vue économique son projet et de nous permettre d'adhérer à cette validation. En clair, vous avez une qualité de l'emplacement, ce sont des exemples, originalité du produit, future clientèle, qualité de l'approche marketing. Dès lors que vous avez une analyse qui est faite sur ces points-là, on est en mesure de se dire, ben voilà, on a un créateur qui a fait le tour de la question, il sait où il va, il sait comment il y va. Ensuite, naturellement, si vous avez d'un côté un homme qui a toutes les compétences, homme ou femme, par ailleurs, vous avez un environnement économique qui est favorable et qui a bien été identifié et bien délimité, ben, naturellement, les documents qu'il va nous remettre, qui sont effectivement la matérialisation financière,
trouve toute légitimité. Et c'est à partir de là que l'on va pouvoir effectivement apporter une validation. Je crois qu'il y a une question. Tout à l'heure, vous parlez de créateurs. Oui. Donc pour vous, la création, c'est quoi? C'est de 0 à 3 ans ou c'est quand on crée et après, par exemple, après 1 an, après 2 ans, on redemande un crédit, est-ce que les critères sont les mêmes? Alors, la création, c'est vraiment la première année, c'est-à-dire qu'en fait, on va travailler, c'est le démarrage. Pour nous, la création, c'est le démarrage, puisqu'on va regarder un projet donc qui n'est pas en place. On va regarder un prévisionnel, on n'a pas encore de chiffres concrets. À partir de la fin de la première année, on est sur du vécu. Alors, c'est vrai que... C'est pour les deux? C'est pour les deux, tout à fait, c'est pour les deux. Hein. C'est pour les deux, tout simplement, parce que à la création, on a quelque chose qui est statique, qui est en prévision. Après, une fois qu'on arrive dans le développement de l'entreprise, on est sur des choses qui sont déjà bien établies, et il y a déjà des réponses aux questions que l'on se pose, que l'on a déjà, de par le ressenti et de par le vécu que l'on a avec le client sur le compte. Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord, je parle fort parce que je n'aurais pas besoin de micro. Pourquoi je ne suis pas tout à fait d'accord? Parce que quand on est créateur, on fait un peu rêver avec notre business plan, et on fait rêver, donc on peut avoir, je ne dis pas n'importe quoi, mais et quand on vous demande un peu un prêt après, soit pour l'investissement, soit pour de la trésorerie, les critères sont quand même beaucoup plus compliqués. Surtout pour la trésorerie. Ça semble être du vécu, mais non, pas du tout. Alors, nous, quand on fait un prévisionnel, il faut savoir, c'est que donc, la partie financière donc c'est 1/3 du dossier à peu près, et c'est très important. Il faut savoir, c'est que nous, on va analyser des dossiers comme des généralistes sur des secteurs d'activité très différents, sur des profils très différents, sur des secteurs géographiques très différents. Quand on va analyser un dossier, on va être obligé de... On a des références en termes de chiffre d'affaires. Si vous êtes sur tel ou tel type d'activité, on va pouvoir regarder si oui ou non votre prévisionnel est crédible. Donc, vous pouvez pas, on va partir sur un prévisionnel qui tienne la route, parce qu'on va vous demander de nous expliquer ce prévisionnel. On ne peut pas valider par principe un prévisionnel, même s'il est très beau. On préfère quelque chose de moins beau, mais de réaliste. En première année, vous avez un bilan réalisé. Donc, pour moi, ça ne pose pas de souci que de me dire, tiens, deuxième année, je vais faire plus 20, et j'explique mes plus 20 de la façon suivante. Donc, de toute façon, à tous les moments, on va étudier le dossier en analysant les 2 ou 3 années à venir. Donc, même en cours de vie, le prévisionnel justifié est important. Alors également, vous avez évoqué un autre aspect, c'est l'aspect trésorerie. Voilà. Et c'est vrai que, et vous avez raison, c'est là où il y a le plus de difficultés, puisque lorsque l'on regarde un créateur d'entreprise, vous l'évoquez tout à fait, il y a toute une série d'aides qui lui permettent de pouvoir combler ses besoins en trésorerie, court terme. Après, le schéma, on va dire classique, c'est que dès lors que l'entreprise se développe, elle génère une marge, le fameux cash flow. Et c'est ce cash flow qui a vocation à aider le développement au quotidien. Pour autant, après, vous avez d'autres types de financements qui ont vocation à financer les investissements qui permettent après le développement d'entités. Là où on a souvent des points d'achoppement avec les entreprises existantes, c'est sur le financement de la trésorerie, parce que vous avez 2 sources aux besoins de trésorerie. Soit c'est effectivement parce qu'il y a un développement qui se fait et qu'il y a un décalage au niveau du cycle d'exploitation. Et dans ce cadre-là, il y a vraiment des formes de financement qui sont adaptées. Ou alors, c'est une rentabilité qui est différée. Et là, se pose la question, doit-on financer et comment peut-on financer s'il s'agit bien d'une rentabilité différée ou s'il s'agit d'un manque de rentabilité? Parce qu'il faut savoir également, c'est vrai qu'on ne le dit pas toujours, mais nous sommes tenus par des règles juridiques. Et nous avons l'obligation d'analyser un dossier en se posant la question si le client a tous les moyens pour rembourser les financements que l'on met en place. Et malheureusement, quand on a des situations où on a des entités qui ont des problématiques financières, la question qui se pose en premier, c'est est-ce que la banque avait bien analysé toutes les données pour pouvoir accompagner? Donc c'est sûr que tout ce qui est aspect trésorerie est un financement extrêmement délicat, mais qui repose sur la capacité que l'entité a à générer de la rentabilité. Alors,
80% des dossiers ou 90% des dossiers qu'on fait sont des dossiers de financement d'investissement. Donc pour nous, c'est beaucoup plus facile d'intervenir sur un financement d'investissement ou de réintervenir a posteriori, c'est-à-dire qu'on voit régulièrement des entreprises qui pensent pouvoir autofinancer leur activité, donc autofinancer l'achat d'un véhicule, autofinancer l'achat de matériel, et qui se rendent compte quelques mois après, compte tenu d'une baisse d'activité ou d'une hausse d'activité, que la trésorerie n'est plus là, puisque les charges peuvent arriver 3 mois après, et qu'à ce moment-là, nous, on a beaucoup de mal à intervenir sur la trésorerie. Donc il faut bien réfléchir et voir son plan de trésorerie à moyen terme, parce que le piège peut être d'utiliser sa trésorerie alors qu'en réalité, on doit la mettre de côté. Encore une fois, en partant du principe que si le projet et si l'investissement tient la route, la banque vous suivra. Je rajoute juste une chose. Alors, je souhaitais juste rajouter une chose. Il existe pour les créateurs des aides qu'on a aperçues sur l'Indestyle et notamment le prêt à la création d'entreprise. Donc, la banque avec laquelle vous travaillez, si vous êtes en première phase de création, si vous n'avez pas d'autre gérance, peut vous proposer, en complément du prêt que nous mettons en place à la banque, un prêt distribué par l'OSEO qui vient vous aider. Et ce prêt n'est pas affecté. Donc ce prêt peut vous aider dans le besoin de trésorerie que vous avez. Non, parce que l'entreprise doit être déjà créée. Ou alors, éventuellement, vous pouvez le... Non, puisque le capital doit être apporté par vous en tant que créateur. Là, l'argent est prêté à la structure. Le remonter après en capital ? Oui, refoncer les fonds propres. Ouais. Non, vous ne pourrez pas le faire. Nous, on peut l'intégrer dans votre plan de financement comme une source d'apport, mais on ne peut pas, vous ne pouvez pas le remonter. Ça reste un financement. Donc il va se retrouver dans la partie base de votre passif, mais vous ne pouvez pas le remonter dans les fonds propres, puisque vous devez le rembourser quoi qu'il arrive. Mais on peut comprendre aujourd'hui que vous ayez un capital qui demeure inchangé. Parce que c'est vrai que la question aussi, c'est vrai que la remarque, c'est de se dire si j'ai des fonds propres qui sont améliorés, si j'ai un capital qui est en augmentation, forcément j'aurai une meilleure visibilité vis-à-vis à la fois des fournisseurs, mais également des banquiers. Or, ce qui prédomine vraiment, et si on peut insister dessus, c'est vraiment très important, c'est sur la rentabilité. Alors c'est une évidence, mais on voit trop souvent des entités qui ont effectivement une évolution de chiffre d'affaires, mais ne sont pas en mesure de dégager de la rentabilité. Alors on comprend aisément qu'il y ait un timing, puisqu'effectivement ça se joue sur 2, 3 ans, 4 ans, mais pour autant, c'est vrai que si au bout de la première année on est obligé d'intervenir en trésorerie, forcément on risque d'avoir des freins. D'où l'intérêt, comme l'évoquait Olivier, de bien préparer son business plan au départ et vraiment d'essayer de mesurer au mieux les besoins court terme. Et c'est là finalement où il y a la clé, c'est que tant que ces besoins court terme n'ont pas été clairement identifiés, on risque à un moment donné à un autre d'avoir un point d'achoppement en 2e ou 3e année. Et toutes les entités qui aujourd'hui fonctionnent, c'est parce qu'elles ont anticipé cet élément-là. Alors je vous dis, c'est vrai que ça peut paraître être une évidence, mais c'est vrai qu'on voit souvent des prévisionnels où on demande à ce qu'ils soient revus pour intégrer le besoin court terme. Et le besoin court terme, ça peut être aussi bien effectivement essayer de trouver une parade pour un décalage fournisseur-client, mais c'est aussi le train de vie. Alors c'est vrai qu'on demande souvent également dans les montages de dossiers des informations, avis d'imposition, patrimoine. Et dans l'esprit du demandeur de crédit, il se dit ça y est, la banque commence à prendre tous les éléments pour prendre une garantie. Pas toujours. C'est déjà pour avoir affaire et savoir quel est le profil patrimonial de la personne. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un crédit immobilier pour votre résidence principale ? Est-ce que vous avez des charges de famille qui sont incompressibles ? Et donc du coup, quand vous créez votre entité, ce sont des besoins qui vont rester récurrents et permanents. Donc, quand on a effectivement des créateurs d'entreprises qui viennent nous voir en disant moi je ne me prendrai que 1 000 € et puis comme je vais avoir le système d'ACDIC, je vais pouvoir obtenir un complément et je vais avoir 1 500 €, si les besoins sont de 3 000,
on aura forcément un point d'assouplement. Aujourd'hui, les organismes les filiales qui s'occupent de l'obtention des crédits, donc de l'analyse, vont attacher autant d'importance au projet en lui-même qu'au reste à vivre. Donc on va bien s'attacher à ce que le reste à vivre soit suffisant pour vous permettre, une fois toutes les charges déduites, pour vous permettre de continuer à vivre sur le train de vie qui est le vôtre. Ça fait partie de la décision de crédit. D'où les réflexions et toute cette démarche compliquée de la part du créateur d'entreprise ou même de l'entrepreneur qui est déjà en évolution sur son activité. C'est comment vais-je aborder le banquier pour que ce dernier comprenne que j'ai des charges domestiques et que mon entité ne me permet pas nécessairement d'y faire face. C'est pour ça qu'on insiste vraiment, et on s'en excuse, mais c'est sur cet aspect-là, dès lors que vous êtes sur des business plans, vraiment bien l'intégrer. Si on ne l'intègre pas, on va fausser la donne. Et forcément, après, vous aurez des entités qui auront des problématiques pour financer des trésoreries, et où en face, vous aurez des partenaires bancaires qui finalement auront beaucoup de mal à financer parce qu'ils n'auront pas l'objet nécessaire et la légitimité pour pouvoir le faire. Alors, légitimité d'un point de vue réglementaire, puisque nous n'avons pas vocation à venir en comblement des besoins en trésorerie. C'est-à-dire que vous avez le capital risque, qui lui vient investir dans une entité qui a vocation à fonctionner et à générer du business et de la rentabilité. Mais pour autant, quant à renflouer une entité pour restructurer les fonds propres, on n'a pas vocation à le faire. Non, toutes les banques, non. Très peu de banques. Ouais. C'est plus anglo-saxon, où effectivement on a des interventions en haut de bilan, mais dans le marché, ce que l'on appelle le marché professionnel, où on a les petites PME, artisans, commerçants, ça ne se fait pas. Finance la trésorerie. Alors pour autant, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue réglementaire, la banque a l'obligation d'indiquer quelle a été l'utilisation des fonds. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous financez de la trésorerie, vous ne savez pas effectivement ce que vous financez. Et si effectivement demain, il y a des pots de bilan, aisément on dira à l'interlocuteur bancaire, vous n'avez pas su ce que vous avez financé. Et en plus, avec la démarche que vous avez eue, vous avez permis à l'entreprise d'augmenter son passif. Donc comme vous avez augmenté le passif, vous allez payer le passif. Et Oseo, effectivement, participe en cofinancement. Et là, ce que vous évoquez, vous avez tout à fait raison, c'est que là, c'est la démarche saine qui consiste à dire on va intervenir en cofinancement avec Oseo, on va prendre la Société Générale ou autre banque va prendre en partie les éléments d'investissement et Oseo va intervenir pour renforcer en termes de trésorerie. Et là, effectivement, Oseo est une des pistes importantes que l'on exploite régulièrement dans les cadres de financement. Vous savez qu'en plus, au niveau des intérêts d'emprunt sur du financement de trésorerie, vous ne pouvez pas les déduire. Donc, est-ce que vous avez bien l'information, quand cette banque met en place le financement, que les intérêts ne seront pas déductibles et que si vous le faites, c'est un tort? Oui, d'accord. Alors, on avait scindé en deux les financements. On va vous donner donc les financements d'investissement, les financements de trésorerie, rapidement. Parce que donc, non, mais ça nous fait plaisir. C'est très bien, c'est très bien. Les financements d'investissement courants, on va retrouver deux formules relativement simples qui vont être la formule classique d'un prêt amortissable et on va retrouver une formule qu'on appelle le leasing et vers lequel on va de plus en plus souvent. Donc vous nous posiez la question, quelle est la tendance? Aujourd'hui, par exemple, sur des véhicules, on a de plus en plus tendance à financer via du leasing. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on propose des solutions clés en main qui intègrent un loyer déductible et qui intègrent un certain nombre de prestations. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'entreprise peut s'adresser à nous demander 1, 2, 3, voire un parc de véhicules et avoir un loyer qui est entièrement adapté aux services et aux prestations dont il a besoin. Donc
Donc le leasing existe aussi sur le matériel. Et puis la formule d'origine, c'est le crédit classique. Donc on finance un matériel en général sur la durée d'amortissement. Et donc on amortit tous les mois un 48e, un 60e du financement. Dans l'appréhension, dans le montage du dossier, c'est exactement la même approche. Est-ce que vous avez des questions sur les... Comment se positionne le financement dont on a tous parlé, qui est de mettre en location-vente les murs de la société, ressortir les murs et de passer soit en leasing, soit en location, externaliser Alors, oui, on le fait, on a une filiale Société Générale qui le fait. Pour autant, ce ne sont pas des opérations, on va dire, très communes. Et ça fait appel à une expertise en matière d'immobilier, puisque c'est vrai que le principe, comme vous l'évoquez, c'est on a un actif au sein d'une société, on a des murs, on a vocation à vendre ces murs à la structure financière, donc on récupère du cash, et en contrepartie, on devient locataire. Ça se fait, ça fait l'objet effectivement d'une expertise. Pour autant, alors il y a un point positif, c'est qu'effectivement vous récupérez du cash. En contrepartie, vous vous retrouvez à avoir des obligations de locataire vis-à-vis d'un propriétaire. Alors on le fait, mais effectivement, ce n'est pas des opérations qui sont, on va dire, vulgarisées, et elles se font vraiment au coup par coup. Ça reste très marginal dans l'activité. Et ça reste bien souvent, pour les quelques opérations qu'on a menées, sur des opérations de grosse envergure et sur des nouvelles acquisitions. Là, je ne veux pas dire de bêtises, mais sortir un bien immobilier qui est dans une structure existante, il n'y a pas d'abattement au niveau des plus-values au sein d'une structure. Donc ça veut dire que si vous avez un bien immobilier à travers une SARL, le jour où vous allez sortir ce bien, la plus-value générée va être taxée à plein. Donc je ne suis pas certain que l'intérêt soit réel sur ce genre d'opération. Par contre, pour acquérir un nouveau bien, oui, effectivement, pourquoi pas. Ça reste très marginal. On est plus sur du défensif. Alors on a l'exemple même bancaire à l'époque où le Crédit Lyonnais avait fait cette démarche-là. Et le BNP aussi, où on prenait des sièges de banques ou d'entreprises que l'on vendait pour récupérer effectivement du cash. Alors c'est vrai que, par contre, on le voit dans certains cas quand on est dans des démarches patrimoniales au niveau du chef d'entreprise qui préfère neutraliser cette opération-là avant d'arrêter la structure. Vous avez une question, madame? C'est un peu dans le même lignée, c'est-à-dire que quand on fait une SCI pour acheter des locaux, est-ce que vous financez pareil, c'est-à-dire est-ce que c'est différent? On a deux entités, on monte une SCI pour acheter des locaux ou pas? Non, alors c'est pareil, on vous conseille de le faire d'ailleurs. L'analyse, si vous achetez des locaux et que ces locaux sont affectés à votre activité, on va l'analyser par rapport à votre activité. Donc ce sont deux entités juridiques différentes avec deux personnalités morales différentes, mais c'est vraiment la capacité de rembourser liée à votre activité qui va nous permettre de dire oui ou non sur le dossier. Il n'interviendra pas, enfin si, puisque vous serez forcément caution personnelle de la SCI, mais votre endettement personnel n'est que partiellement analysé. On va partir du principe que la structure SARL, par exemple, aurait pu acquérir le bien en direct, donc c'est vraiment cette capacité-là qu'on va analyser. Alors, pour rebondir, effectivement, après ça dépend de l'objet. Alors c'est vrai qu'on est en région parisienne, donc c'est souvent des murs on va dire, traditionnels qui peuvent être réutilisés soit par une autre entreprise, sur une activité profession libérale, ou éventuellement peut être de nouveau retransformé en habitation. Là où on a vraiment du crédit bail immobilier, c'est quand on est sur des objets bien particuliers. Je pense au silo à grains par exemple, où là vous n'en ferez rien. Et vous avez plus intérêt effectivement à passer par un crédit bailleur plutôt que de l'acheter en direct. Mais comme l'évoquait Olivier, c'est vrai qu'on conseille à nos clients de mettre en place des SCI. Alors après, il y a le choix de la fiscalité. En plus, le parallèle entre votre patrimoine personnel et votre entreprise, la SCI patrimoniale qui vous permet d'acquérir le siège social de votre structure, c'est une excellente idée, puisque vous êtes votre propre locataire. Donc, en général, c'est plus facile de vous demander votre loyer. Vous ne faites pas d'impayé, un petit peu délicat.
Et puis, vous travaillez, la SCI, quelle que soit l'activité, même si vous déménagez, la SCI vous appartient et aura été partiellement amortie. Donc même personnellement, c'est une très belle opération que de pouvoir acquérir son siège ou un appartement quelque chose qui serve à l'activité. Et les taux sont les mêmes? À peu de choses près, oui. Les taux restent les mêmes, oui. C'est intéressant. Ah oui, bah aujourd'hui, souvent, la problématique que l'interrogation qu'on peut avoir en agence, c'est comment valoriser mon patrimoine en vue de ma retraite. Donc aujourd'hui, les solutions qu'on va préconiser, c'est du locatif, par exemple. Donc en parallèle de produits bancaires, on va proposer éventuellement des produits de défiscalisation ou des produits locatifs. Donc il y a une forte demande. Aujourd'hui, quel meilleur locataire que soi-même ou que son affaire. Donc partant de ce concept, c'est vrai qu'on attend, ces derniers temps, on a vu beaucoup de demandes de financement pour son activité, pour ses locaux. Ça me semble très cohérent. Et les taux sont extrêmement bas. Et si tout se passe bien, ça va rester comme ça pendant encore historiquement bas. Encore deux bonnes années encore. Non, du tout. Je sais pas. Non, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'après les tendances que l'on a au niveau de l'économie, si aujourd'hui on avait une remontée des taux de façon importante, ça viendrait à étrangler une fois de plus l'évolution aussi bien au niveau des particuliers que des entreprises. Donc, sauf à ce qu'on ait une reprise de la croissance avec les effets vertueux de l'inflation, on ne peut imaginer aujourd'hui de remontée importante des taux. Donc, si on a une remontée, ça va peut-être se jouer sur 1 point 20, mais une remontée comme on a connu il y a encore quelques années, non. Et en plus, aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on n'est même plus dans une inversion de la courbe des taux, puisque finalement, que ce soit les taux longs ou les taux courts, on est dans une proximité qu'on a rarement connue aussi. On reste vraiment sur des taux très bas actuellement. Même sur des durées de 15 ans, 20 ans, on a des taux très très bas. On ne vend pas les taux, mais bon, pas loin. On connaît un peu quand même. Alors, la dernière facette qu'on souhaitait aborder, c'était donc le financement de la trésorerie. Et on avait isolé aujourd'hui une solution qu'on voit de plus en plus, qu'on met de plus en plus fréquemment en place, qui est l'affacturage. Donc, on a parlé donc de découvert ou de ces solutions-là. Aujourd'hui, il faut savoir, c'est que de plus en plus de banques, et nous les premiers, on a des solutions pour les entreprises qui travaillent avec d'autres entreprises ou qui travaillent avec l'État, via par exemple les OPCA qui sont présents au salon, qui travaillent avec des mairies ou des organismes publics. Aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est de pouvoir prendre du travail et de se faire régler dans les 30 jours, dans les 60 jours, voire même parfois beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on a des solutions que nous proposons qui sont relativement simples à mettre en place, donc qui s'appelle donc l'affacturage. Ça vous permet de vendre un factor, le poste client, sur 1, 2 ou 3 clients, qui sont les clients les plus longs à vous régler. Donc le principe, c'est que vous nous donnez la facture, nous enregistrons la facture, et sur cette facture, à partir du moment où on a vérifié la solvabilité du payeur, on va vous faire l'avance dès le lendemain de 0 à 80% du montant de votre facture. On ne vous les prêtera qu'à partir du moment où vous en avez réellement besoin. Donc c'est une solution aujourd'hui qu'on met de plus en plus souvent en place et qui permet de pallier justement à des délais de paiement, qui permet de prendre des contrats qu'on n'aurait pas pu prendre préalablement. Donc c'est une solution assez souple et qu'on voit de plus en plus. Alors, ça dépend vraiment de la façon dont vous fonctionnez. On va avoir une double tarification. On va avoir une tarification mensuelle qui est relativement souple. De mémoire, je crois que c'est 150 € à peu près mensuel. Tout à fait. Et puis après, ça va dépendre du nombre de clients que vous nous confiez et du nombre de factures que vous nous confiez. Plus vous allez nous confier de clients, plus vous allez nous confier de factures, plus la tarification sera élevée. Si, pour une société démarrant, si vous nous confiez 2 clients et 2 factures, le coût est relativement marginal. Sachant que la prestation ne s'arrête pas au financement de la facture, mais on va aller encaisser cette facture, on va gérer les relances
s'il y a un décalage, les impayés, on assure la facture. Donc ça veut dire que la prestation, elle va au-delà de j'ai besoin de 10 000 euros, donc je demande à ce qu'on me fasse un virement de 10 000 euros. D'une façon générale, oui. Aujourd'hui, notre taux va dépendre d'un certain nombre de paramètres, dont le risque. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des outils suffisamment performants pour nous permettre de déterminer en fonction d'une activité un risque moyen. Et donc ce risque, on va l'intégrer dans notre financement. Donc l'activité et le code APE nous permet effectivement d'être au plus proche de la réalité. C'est pour ça que sur certaines activités beaucoup moins risquées, on va pouvoir avoir des taux plus intéressants que sur des activités où on a des défauts de paiement ou des liquidations de façon récurrente. Et ça tient compte aussi de l'historique de la relation aussi. Il y a une prime à l'ancienneté. Est-ce que vous avez d'autres questions ? En tout cas, merci de votre présence. Merci d'être venus si nombreux. Merci.